Muy buenos días, buenas Bien, tardes. bonjour, bon après-midi à tous et à toutes. Nous allons commencer notre quatrième session Módulo número uno de qui correspond au module numéro 1 d'introduction et questions transversales. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Adriana Peralta Sanchez. Adriana est psychologue, spécialiste dans la gestion des risques, santé et sécurité au travail. C'est une personne qui travaille dans le cadre de l'institution des religieuses tertiaires capucins en Colombie. Donc, nous lui souhaitons la bienvenue. Elle nous aidera donc aujourd'hui à réfléchir sur une question très importante qui a un impact très important dans le cadre de cette étude que nous menons sur la prévention de la violence à l'encontre des enfants et des adolescents. Adriana va nous aider à réfléchir au sujet des conséquences de la COVID dans le développement, dans la vie des enfants et des adolescents. Elle a une énorme expérience puisqu'elle travaille depuis très longtemps déjà avec les religieux tertiaires capucins et elle travaille également dans le cadre des activités menées par différentes institutions qui s'occupent de l'enfance et de l'adolescence. Elle se propose donc de promouvoir la création, la définition de stratégies au niveau administratif, pédagogique, auprès des institutions, etc. Je suis sûre qu'avec l'expérience d'Adriana Peralta Sanchez, nous allons pouvoir réfléchir ensemble au sujet de cette pandémie qui, depuis un an bientôt maintenant, bouleverse nos vies dans tous les continents, dans tous les domaines de la connaissance. Voilà pourquoi il s'agit d'un thème extrêmement important sur lequel nous sommes appelés à réfléchir et que nous devons inclure dans notre dynamique de travail pour voir également vers où nous mène cette pandémie et comment nous, en tant qu'acteurs sociaux, que pouvons-nous faire pour continuer à lutter contre cette violence qui touche les enfants et les adolescents dans nos pays, dans nos continents? Alors, sans plus, je souhaite à nouveau la bienvenue à Adriana et nous sommes là pour écouter ta présentation. Bonjour, vous m'entendez? Apparemment, j'ai eu un petit problème avec le son, mais voilà. Donc, merci, Diego, pour cette présentation. Je suis psychologue, comme l'a dit Diego, et c'est avec un grand plaisir que je participe à cet espace d'apprentissage, d'intégration, pour voir quelles sont les nouvelles actions qui peuvent se mettre en marche. Il s'agit d'une question extrêmement importante. Nous allons voir ensemble et réfléchir ensemble sur notre vécu d'aujourd'hui et à peu près d'un an déjà, nous menons cette nouvelle vie. Alors, avec tous les impacts que cela peut avoir au niveau de la santé mentale, au niveau économique, social, etc. Alors, voilà le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de la COVID au niveau de notre vie de tous les jours, au niveau pour les enfants et les adolescents que nous suivons jour après jour. Alors, nous allons aborder une analyse de cet impact pour ce qui est de la santé mentale. Cet impact que nous allons étudier, nous allons l'étudier au niveau psychologique, bien sûr, mais également au niveau de la famille, donc, et au niveau de l'environnement.
et communautaire. Donc, pour commencer, nous allons voir une vidéo qui va en quelque sorte nous illustrer cette violence, ces violences auxquelles nous assistons, qui existaient déjà avant la COVID, mais que la pandémie a exacerbé d'une certaine façon. Donc, je vous propose de voir cette vidéo. C'est très court. Andrés, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Los hechos Bonjour. Alors, voilà les faits. Lundi, à Medellín, il y a eu des témoins. L'enfant était victime d'exploitation. Il a été agressé, victime d'une agression. Alors, apparemment, l'enfant n'a pas ramené à la maison l'argent qu'il était supposé ramener, donc il a été victime de violence. Voilà, nous assistons là à cette horrible scène de violence. Alors, comme vous pouvez voir, comme vous avez pu voir, nous avons assisté à une scène de violence, à une des nombreuses scènes de violence qui sont désormais très fréquentes. Et ces scènes avaient lieu d'ailleurs indépendamment du confinement dû à la pandémie. Alors, nous voyons comment ces violences dans différents pays, indépendamment de la pandémie, mais il est vrai que cette pandémie est en train de générer une augmentation de cette violence. Alors, et donc, cet enfant qui n'avait pas ramené à la maison ce qu'il était supposé ramener, ou bien parce qu'il avait désobéi d'une certaine façon, voilà, cela a déchaîné cette scène de violence. Alors, nous voyons comment, c'est un des exemples que je souhaitais vous montrer pour que vous vous rendiez peut-être mieux compte de quoi nous parlons et d'identifier les différents pour évaluer cet impact au niveau psychologique par rapport à la pandémie. Alors, nous voyons que au niveau psychologique, cela a donné lieu à des difficultés de différents types et à des qui étaient déjà évidentes avant la pandémie, bien sûr, mais d'une certaine façon, toutes ces réactions sont exacerbées à cause de la pandémie. Et nous pouvons dire que des troubles profonds se développent au niveau psychosocial, notamment à cause justement de cette pandémie. Au niveau psychologique, nous pouvons voir une des conséquences, la dépression. Alors, les enfants sont enfermés chez eux, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas jouer avec les autres enfants, donc il n'y a pas de mouvement et ils ne peuvent pas partager avec d'autres enfants. Ils ne sont... Et ce manque de partage avec les autres, ce manque de socialisation avec d'autres enfants, donc, peut poser un gros problème. Dans d'autres pays où il n'y a pas eu de confinement, les enfants, par contre, pouvaient sortir, aller jouer avec d'autres enfants, etc. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre exactement quelle était la situation. Et donc, on a pu voir comment cela crée de l'anxiété. Par exemple, une autre conséquence, consommation d'alcool, des comportements violents, violences physiques, etc. Donc, l'anxiété crée des troubles chez les enfants de différents types et ce qui ensuite se reflète au niveau de la santé, de niveau physique et psychologique.
Les enfants et les adolescents ne savent pas ce qui va se passer, donc ne savent pas ce qui les attend. Donc, cette situation a provoqué de grands changements, nous a obligés à changer et notre vie nous a obligés à renoncer à beaucoup de choses. Et donc, on se retrouve face à de nouvelles expériences et on ne sait pas quel sera notre nouveau projet de vie. Il n'y aura pas de possibilité pour le moment de socialiser avec nos pairs. Et donc, c'est l'ignorance de ce qui nous attend, de notre avenir. Nous pouvons également identifier également des comportements, des problèmes au niveau des comportements, comme je vous disais, des problèmes comportementaux, donc des difficultés d'apprentissage qui peut-être étaient présents avant la pandémie, mais on arrivait à les identifier à ce moment-là. Alors qu'avec la pandémie, puisqu'il n'y a plus d'école présentielle, par exemple, alors ces problèmes comportementaux sont plus difficiles à identifier. Nous n'arrivons pas à identifier les problèmes d'apprentissage. Auparavant, l'enfant était habitué à voir devant lui le maître, le professeur, et donc il y avait un autre type de rapport. Et donc maintenant, nous utilisons les technologies, c'est vrai, mais il y a d'autres endroits où l'utilisation de ces technologies n'est pas aussi aisée. Et donc, nous voyons comment, là aussi, des problèmes du type scolaire. Malheureusement, le fait que les parents travaillent de façon dans une situation de confinement rend encore plus difficile le rapport avec l'enfant, comment je vais le suivre, comment je dois lui parler, comment je vais m'occuper de lui. Et ainsi, l'enfant a des difficultés dans son interaction avec ses parents. Ces problèmes scolaires, le manque donc d'accès à une éducation formelle qui a été interrompue très souvent. Et donc, dans certains pays, une certaine continuité a quand même été assurée. Toutefois, dans d'autres pays, il y a une interruption très nette dans le parcours scolaire. Et là aussi, donc, cette difficulté d'accès a posé d'autres problèmes. Et puis, il y a les syndromes post-traumatiques également dont il faut parler. Et c'est là, il s'agit surtout des cas où il y a quand même une perception de la situation chez l'adolescent, notamment. C'est-à-dire, que pense-t-il, que pensent ces adolescents alors, pourquoi je ne peux pas aller à l'école? Pourquoi je suis obligée de rester chez moi? Pourquoi je ne peux pas voir mes grands-parents? Pourquoi je ne peux pas voir mes camarades? Et tout cela. Et donc, cela donne lieu à un syndrome et qui sera présent encore plus évidemment lorsque nous reviendrons à notre vie quotidienne. Et nous devons également voir comment ce stress, ce syndrome post-traumatique va générer un impact important. Nous voyons également au niveau psychologique le désespoir qui est dû au fait que je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas quel est le chemin que je dois suivre. Et puis de là, on peut également avoir de la colère, des craintes, car il y a une impossibilité à construire un espace où l'on peut s'épanouir comme auparavant. Donc, aujourd'hui,
Donc, la pandémie a pu générer toute une série de situations qui donnent lieu à ces traumatismes, à ces troubles psychologiques. Donc, nous avons également assisté à des changements au niveau des dynamiques au sein de la famille. Le papa était d'un côté, la maman était de l'autre côté, et avant, alors que maintenant, pendant la pandémie, le papa et la maman restent à la maison. Et donc, là, on assiste à des changements également dans la vie au niveau familial. Donc, les droits, par exemple, fondamentaux ne sont pas toujours respectés ainsi au sein de la famille. Et il faut voir comment les enfants, maintenant qui sont obligés eux aussi à rester chez eux avec les parents. Il faut voir également, comme nous avons vu dans la diapositive précédente, c'est-à-dire les cas de grossesse précoce également, qui est une conséquence également de ce changement au niveau familial également. Dans beaucoup de familles, c'était généralement la maman qui répondait aux enfants, qui s'occupait de satisfaire les besoins de l'enfant, et le papa était au travail. Maintenant, les responsabilités sont différentes au sein de la famille. Et tout le monde vit dans le même endroit, en même temps, toute la journée. Et les enfants, donc, doivent également assumer de nouveaux rôles et occuper une nouvelle place. Il y a un grand pourcentage également de divorces. Pourquoi? Eh bien, parce que le couple n'était pas habitué à tout partager de cette façon, comme il a été obligé de le faire à cause du confinement. Et donc, les problèmes, les situations qui se posaient ne trouvaient pas une solution adéquate dans cette nouvelle situation. Cette obligation à rester chez soi tout le temps, en même temps, toute la famille, a donc là aussi généré toute une série de difficultés qui aboutissent dans beaucoup de cas au divorce. Dans un divorce. Les violences aussi, bien sûr, au niveau familial, qui ont les agressions entre les membres du couple, à l'égard des enfants, au sein du couple. Donc, l'État, les parents ne sont plus à même de garantir le respect des lois, des droits de ces enfants. Donc, l'État aussi est appelé à jouer un rôle important là aussi, puisque les parents ne sont plus à même d'affronter la situation. Il y a cette angoisse qui est due au fait à l'incertitude liée à l'impossibilité de prévoir un avenir, donc crée tous ces troubles psychologiques qui ont un impact non seulement au niveau des enfants et des adolescents, mais également au niveau des parents. Et c'est ainsi que cette violence à niveau intrafamilial augmente. Ce n'est pas la COVID, en fait, c'est la situation qui s'est créée à cause de la COVID qui donne lieu à ces troubles, à ces problèmes. C'est-à-dire, c'est dû également au manque de communication. Voilà pourquoi, au sein des familles, cette violence est devenue encore plus évidente. De même, l'impact de la COVID est évident au niveau socio-communautaire également. Et là aussi, il faut réfléchir sur ces aspects. Les inégalités qui se sont accrues, par exemple, le manque d'accès à l'éducation,
le manque d'accès aux soins, beaucoup de droits fondamentaux ne sont plus respectés au niveau socio-communautaire. Et il faut également souligner l'augmentation de la pauvreté. Donc, il faut les rôles au niveau socio-communautaire également ont changé. Par exemple, les familles ont dû renoncer à des sources de revenus. Les parents ont perdu leur emploi. Donc, tout cela génère, bien sûr, des troubles socio-communautaires. Et les enfants, les adolescents, voyant que leurs parents ne peuvent plus travailler, ont perdu l'emploi, décident d'aider leurs parents. Mais d'autres enfants, d'autres adolescents sont obligés de le faire. Ce n'est plus un choix. Et donc, cela implique également une intervention pour garantir le respect de droits fondamentaux. Par exemple, pour ce qui est des problèmes de soins médicaux et l'accès aux soins médicaux également. Et non seulement pour le traitement de la COVID, mais également pour d'autres maladies. Donc là aussi, il y a des pays où le système de soins médicaux est un peu complexe. Il est vrai que dans beaucoup de pays, tout ce qui concerne les soins médicaux se sont vus, là aussi, tout le système des soins médicaux également a souffert cet impact. Donc, cela a représenté une énorme difficulté au niveau social et au niveau communautaire. Et cela a aggravé également la situation des enfants et des adolescents. Comme je vous disais tout à l'heure, tout cet impact au niveau familial, socio-communautaire et psychologique a eu un impact sur le degré de garantie des droits des enfants. Nous ne pouvons plus assurer des soins médicaux, nous ne pouvons plus leur assurer une éducation, un suivi approprié. Et donc, cette situation liée à la COVID et au confinement nous a touchés tous, mais elle nous enseigne et elle nous invite à revoir un peu nos schémas et voir quels sont les facteurs qui peuvent entraver ce parcours, mais également ce qui, au contraire, peut nous aider à aller de l'avant. Alors, voilà, nous avons identifié quel a été l'impact, le pourquoi, le comment de cet impact, et maintenant nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller de l'avant, pour affronter ces troubles et donc réduire à l'avenir les troubles liés à la pandémie et à la COVID. Cuando empezó lo de la cuarentena, que ya no podían salir, él estaba yendo a trabajar, iba 3 veces a la semana, nada más. Alors, il me frappait déjà auparavant, mais il sortait, il allait travailler au moins 3 fois par semaine. Moi, je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais que aller faire des courses et puis je devais rentrer. Mais au cours des derniers 3 mois, plus ou moins, donc Alejandra et Diana, après la pandémie, ont dû fuir leur foyer et abandonner leur partenaire. J'étais déprimée, il m'avait frappée et je suis partie sans trop y penser. Il avait essayé de me tuer. Et je me suis dit, je m'en suis sortie une fois, la prochaine fois, je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, ces 2 femmes se sont adressées à un centre d'accueil pour femmes
Et c'est ainsi qu'elles se sont renseignées sur ce qu'elles pouvaient faire en cas d'agression. Alors, très souvent, les femmes qui viennent chez nous me disent « il me frappe, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, etc. » Alors, les appels ont augmenté considérablement, près de 60% et les victimes les victimes envoient des messages à travers les réseaux sociaux également pour demander de l'aide. Alors, pendant la pandémie, plusieurs centres d'accueil pour femmes battues ont enregistré un accroissement considérable des demandes d'aide. Je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui peuvent nous aider, disent ces femmes. Cette vidéo, nous avons eu un petit résumé de ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, oui, nous pouvons dire que la pandémie n'est pas la cause de ces violences, mais on peut dire que la pandémie a provoqué une augmentation considérable des cas de violence. Alors, comme vous avez pu voir dans l'interview, ces femmes disaient, oui, c'est vrai, il me frappait avant la pandémie également, mais cela a augmenté pendant le confinement et pendant la pandémie. Et c'est à ce niveau-là que nous devons travailler pour essayer de revenir à un scénario plus normal, c'est-à-dire voir se préparer. Et cela demande donc que l'on identifie les différents changements qui ont eu lieu à différents niveaux à cause de la pandémie et reconnaître et faire le point. Voilà, j'ai cette situation devant moi, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire et comment je vais me regarder en tant que personne, qu'est-ce que je dois faire pour moi en tant que personne. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau, c'est-à-dire qu'à cause de la situation actuelle, les besoins des enfants, des adolescents n'ont pas été satisfaits comme cela aurait dû être. Donc, la pandémie a également généré des émotions telles que la peur, l'angoisse, des sentiments d'incertitude quant au présent, à l'avenir, et a généré également des difficultés au moment d'entrer et d'apprendre à utiliser ces nouvelles technologies qui nous introduisent dans un monde virtuel. Et puis, il faut dire que pas tout le monde a accès ou peut accéder facilement aux technologies. Donc, là aussi, les différents pays, pendant cette pandémie, ont publié également des nouvelles lois. Mais et là aussi, les situations évoluent à cause de la pandémie. Et donc, il faut méconnaissance des nouvelles mesures prises par les États pour affronter la situation. Et cela crée une incertitude également. Alors, d'où l'importance de créer des équipes de soutien psychosocial, des équipes interdisciplinaires pour guider les actions, par exemple, des gouvernements, entre autres, pour réduire l'impact du confinement. Donc, l'importance des interventions interdisciplinaires dans ce contexte pour ensuite offrir ces soins psychosociaux, cette assistance psychosociale qui est importante, fondamentale, si l'on veut vraiment réduire l'impact du confinement. Alors, je viens de faire
parallèle entre entre deux continents, par exemple en Afrique francophone et Amérique latine. Alors, en Afrique, nous avons enregistré une augmentation du chômage. Les familles n'ont plus, ont perdu leur travail et donc là, c'est un problème. Et puis, nous avons également enregistré un accroissement des violences domestiques, un changement au niveau des rôles au sein de la famille, les grossesses précoces qui sont également une conséquence de ces violences. Et puis, il s'agit là donc d'identifier les différents niveaux d'impact de la COVID. Et puis, l'accès à la santé, l'accès à la nourriture, à l'éducation, aux soins. Puis, il y a une certaine méconnaissance encore par rapport à la COVID-19. L'accès à cette thématique est difficile. Donc, je ne sais pas ce que cela signifie, en fait, la COVID. Et donc, il m'est encore plus difficile d'affronter la situation à cause de cette méconnaissance. Et donc, tous ces facteurs génèrent désespoir, angoisse, une incapacité également à établir des rapports. Pour ce qui est de l'Amérique latine, alors en Amérique latine, nous voyons quelques différences par rapport à l'Afrique. En Afrique, le confinement n'a pas été strict, ou du moins n'a pas été aussi strict qu'en Amérique latine. Voilà pourquoi le problème s'est posé d'une autre façon en Afrique. En Amérique latine, donc on parle d'un confinement beaucoup plus strict. Donc, on nous a empêchés de sortir, on nous a imposé une distance sociale. Et cela donc a rendu très difficile les relations avec nos pairs. Donc, il n'y a plus de rapports sociaux pratiquement. Et sinon, à travers les technologies. Et puis là aussi, en Amérique latine, on a enregistré un accroissement du chômage. Le confinement a provoqué la fermeture de nombreuses entreprises et donc un taux de chômage croissant. Un point commun avec l'Afrique, les violences domestiques, intrafamiliales. Et puis, il y a là aussi la difficulté d'accès aux technologies de communication, une difficulté d'accès aux soins, à la nourriture, à l'éducation en Amérique latine, exactement. Donc, l'accès aux soins sanitaires sont également très limités. Et donc, là aussi, nous enregistrons un accès très difficile pour ce qui est des soins, de la nourriture et de l'éducation. Et tout cela provoque une exacerbation des problèmes d'apprentissage et de santé mentale chez les enfants et chez les adolescents. Alors, c'est ainsi que nous avons vu que le manque d'éducation implique également des troubles comportementaux. Puis la distanciation sociale également, qui a généré, par exemple, des troubles de l'expression, puisque les enfants et les adolescents désormais ont peur de sortir. Et puis, on a enregistré également une augmentation
de l'utilisation des substances psychoactives, drogue, alcool, un stress post-traumatique également, et la diminution ou la fermeture des centres de réhabilitation psychosociaux. Alors, le confinement, et pas seulement le confinement, mais le manque d'accès à l'éducation, le manque d'accès aux soins, le manque d'accès à toute une série de choses auxquelles nous étions habitués, a provoqué dans beaucoup de cas un état d'anxiété, de panique. Et donc, nous allons assister à des situations de panique, de vide, et il faudra intervenir. Et très souvent, pour compenser cette anxiété, ces états de panique, cette dépression, on utilisera des substances psychoactives. Et là, on a enregistré une augmentation considérable de consommation de drogue et d'alcool. Les enfants et les adolescents ont également été victimes, ont également subi un stress post-traumatique. Et puis, il faut remarquer également que dans beaucoup de cas, des centres de réhabilitation psychosociaux ont dû être fermés. Et cela a également eu des conséquences. Alors, et tout cela génère des facteurs de stress et donc qui mènent à des situations de panique, d'anxiété, de dépression. Toute la famille, tous les membres de la famille vont ainsi être affectés par ces problèmes. Je suis désolée, mais l'audio est vraiment très mauvais. Donc, parmi ces facteurs de stress, qu'est-ce que nous pouvons souligner? Souligner le stress post-traumatique, le décrochage scolaire, l'augmentation du taux de suicide, les difficultés d'apprentissage, les difficultés d'attention et de concentration, donc toute une série de réactions psychologiques. Et puis, quelles sont donc les recommandations pour le maintien d'une bonne santé mentale chez les enfants et les adolescents? Eh bien, nous n'allons pas uniquement examiner les aspects négatifs, mais nous allons essayer d'identifier également des petits trucs qui nous permettraient justement d'assurer et de maintenir une bonne santé mentale chez les enfants et les adolescents. Voir comment nous pouvons les aider ces enfants, ces adolescents qui se trouvent dans les situations que nous avons à peine vues. Alors, il faut bien comprendre qu'il faut identifier des activités, des initiatives d'éducation à l'autogestion. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'autogestion au niveau de la santé, mais également d'autogestion au niveau de santé psychologique, c'est-à-dire comprendre l'importance de l'autogestion en évitant, d'un autre côté, la surinformation, et cela signifie promouvoir des campagnes pour, certes, décrire la réalité, mais également enseigner combien il est important, par exemple, d'augmenter la consommation de fruits, de légumes, d'eau. C'est-à-dire, nous devons encourager chez l'enfant, chez l'adolescent, l'adoption de bonnes pratiques alimentaires. Nous devons également surveiller l'utilisation des instruments technologiques, les jeux vidéo, la télévision, etc. C'est-à-dire tous ces moyens technologiques, une utilisation excessive de ces moyens technologiques peut créer une situation de stress additionnel. Alors, parce que pour combler un vide,
on risque de remplir ce vide avec des jeux, des vidéos, etc. Et donc, il faut éviter ce genre d'excès et encourager d'un autre côté les activités familiales, le sport également. Et cette pandémie nous invite également à revoir un peu nos priorités. C'est vrai, nous avons des difficultés au niveau familial, donc on les reconnaît et il faudra voir ensuite comment les résoudre en créant, par exemple, des espaces qui nous permettent de partager notre vécu, de communiquer et en même temps créer des espaces de récréation, des moments de sport en commun pour affronter, disons, tous les aspects liés à nos émotions, à nos sentiments. Et donc, et affronter différentes situations qui peuvent se poser au niveau intrafamilial. Et puis, la routine du sommeil également est extrêmement importante, surtout chez l'enfant et chez l'adolescent. Donc, il faut là promouvoir une responsabilité de chacun et de chacune par rapport aux habitudes. Donc, la pandémie nous a obligés à changer nos habitudes, c'est vrai. Donc, avant, je me couchais plus tôt, maintenant je me couche beaucoup plus tard puisque je n'ai plus… mes habitudes ont été un peu bouleversées, mes horaires ne sont plus les mêmes. Et donc, là aussi, il faut se responsabiliser. Et puis, un autre aspect est très important, est lié au contact avec les autres pour freiner cette augmentation des cas de suicide, par exemple. Donc la communication constante est importante, garder le contact avec ses amis à travers les différents moyens. Il n'est pas toujours facile, bien sûr, d'identifier ces situations de malaise, notamment chez un adolescent qui a vu tous ses projets complètement bouleversés. Et donc, il faut essayer de faire ce que je pourrais appeler un petit sondage pour voir quel est l'état dans lequel se trouve l'adolescent. Alors, comme nous avons vu, cette situation a eu un impact au niveau psychologique, socio-communautaire, familial, etc. Et donc maintenant, il s'agit de voir comment nous pouvons être plus responsables, comment nous pouvons être leaders dans nos différents milieux par rapport aux institutions. Quels sont les facteurs que nous devons promouvoir, nous, en tant que responsables à différents niveaux, en tant que techniciens d'intervention, etc. Quel rôle sommes-nous appelés à jouer pour contribuer à un changement? Alors, nous allons voir quels sont les instruments que nous pouvons utiliser pour contribuer à améliorer ces différentes situations et voir comment, à partir de nos interventions, de notre façon d'intervenir, nous allons pouvoir contribuer au changement et aider ces enfants, ces adolescents à améliorer leur situation. Donc, il s'agit d'abord d'identifier ce que nous pouvons effectivement faire. Il faut d'abord parler d'adaptation au changement et ce qui implique en même temps un changement au niveau du comportement des adolescents, des enfants, mais également à notre niveau, c'est-à-dire voir, puisqu'il s'agit d'une difficulté ou deux difficultés qui sont présentes au niveau mondial. Alors,
nous devons d'abord essayer d'identifier les différentes situations, les différents problèmes qui se posent au niveau des enfants et des adolescents. Et nous allons ensuite voir comment nous pouvons générer de nouvelles habitudes, de nouvelles coutumes, et donc donner lieu à un processus d'adaptation. Lorsque nous avons identifié le problème, lorsque nous avons identifié les difficultés que doit affronter l'enfant ou l'adolescent, nous allons ensuite identifier quel processus d'adaptation nous allons mettre en marche. Et c'est à ce moment-là qu'on parlera de résilience. Alors, nous allons suivre ces trois axes. Dans toutes nos interventions, dans toutes nos initiatives pour les adolescents et les enfants, nous allons travailler essentiellement sur la résilience. C'est cette capacité qui permet à l'être humain de s'adapter. Donc, il faut d'abord identifier le problème pour ensuite pouvoir identifier le processus à mettre en marche compte tenu des différentes situations familiales, entre autres. Alors, je voudrais profiter de cet espace et je suis vraiment désolée d'interrompre cette séquence d'idées qu'Adriane a partagée avec nous, mais je vous propose d'ouvrir un espace de questions-réponses, réfléchir tous ensemble. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, en écoutant ce que disait Adriana tout au début de sa présentation, je suis revenue à cette inquiétude de troubles psychologiques que nous avons pu observer chez les enfants et chez les adolescents que nous avons accompagnés. Et je crois qu'il est important de pouvoir faire une différence entre le vécu, entre les émotions tout au long de cette période assez exceptionnelle et voir un petit peu celles qui sont liées, étroitement liées avec notre condition d'être humain, c'est-à-dire les inquiétudes, les peurs, les craintes, etc., aussi bien au niveau de l'adulte, de l'adolescent ou chez l'enfant. Donc, cela est étroitement lié à ce contexte d'incertitude et nous avons vécu des changements radicaux au niveau de la société, au niveau de la famille. Et puis, faire une distinction de toutes ces situations qui sont liées justement au fait que nous sommes des êtres humains et les situations qui demandent une intervention de spécialistes, une intervention médicale, psychologique, etc. Donc, il est important de pouvoir faire de voir la différence entre ces deux types de situations et voir comment ensuite cela peut être accompagné, comment on peut accompagner les familles dans ce nouveau contexte et puis quelles ont été les situations que nous avons dû dériver vers des équipes d'assistance psychologique et mentale. Par exemple, au début, les enfants ont manifesté des troubles du sommeil, par exemple. Mais ces difficultés ont été surmontées et grâce à un accompagnement approprié de la part des parents, de la famille en général. Et dans d'autres cas, une intervention spécialisée a été demandée, a été nécessaire. Donc, il est important de ne pas confondre les deux types de situations, c'est-à-dire pour ensuite pouvoir décider de quel type de suivi a effectivement besoin l'enfant ou l'adolescent. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire, c'est tout. Merci. Alors, merci Valéria. Oui, tu as parfaitement raison. On ne peut pas considérer que tous ces troubles sont des troubles pathologiques.
Donc, c'est vrai qu'il est très important pour nous de faire la distinction pour pouvoir ensuite faire un suivi approprié, adéquat, pour, comme tu l'as dit toi-même, ensuite construire ensemble cette aide dont a besoin la famille en général. C'est vrai qu'il y a différents types de solutions, de situations qui peuvent se présenter, et des situations de dépression, de colère ou des troubles du sommeil. Et donc, il faut également prévoir une bonne prévention. C'est important, mais c'est vrai qu'il s'agit d'une question très différente. Donc, il faut savoir faire la distinction entre là, nous pouvons intervenir également à travers des campagnes de prévention également. Non, je revenais sur la situation de confinement. J'ai déjà attiré l'attention déjà qu'on n'a pas vécu le confinement de la même manière partout. Et chez nous ici au Tchad, malgré qu'on a dit confinement, bon, ça n'était pas strict comme en Amérique latine. Donc, malgré qu'il n'y avait pas d'activité au niveau des écoles, des marchés et autres administrations publiques, mais bon, les familles se retrouvaient quand même à la maison. Mais aussi, on a assisté, ce n'était pas aussi d'un côté négatif, parce qu'il y a eu un apport de ce confinement, parce que ça a amené les parents à être plus présents à la maison et ainsi à s'intéresser à l'éducation de leurs enfants, de les redécouvrir dans leur croissance humaine, dans leur croissance intellectuelle et dans leur croissance spirituelle. Ça, c'était aussi une première nécessité. Et aussi, ça a permis aux parents de reprendre en main leur rôle d'éducateur, parce qu'ils sont aussi d'abord les premiers éducateurs de leurs enfants. Mais ils étaient tellement plongés dans les activités qu'ils oubliaient de pouvoir accomplir ce rôle auprès de leurs enfants. Ils remettaient ça soit à l'école, soit des domestiques, soit d'autres parents. Donc on a vu un retour quand même. Et l'aspect aussi, on a vu aussi une augmentation quand même de la pauvreté. Il faut reconnaître que le confinement, il y a eu une réduction des revenus des familles. Il y a eu la pauvreté qui s'est accentuée. Il y a eu, du fait du confinement, les gens sont là, ils n'ont rien à faire. Donc il y a eu une consommation en augmentation dans les familles, ce qui posait problème. Et je voudrais aussi signaler qu'ici, de notre côté, on a aussi observé beaucoup de grossesses précoces, c'est-à-dire des jeunes filles entre 14 ans et 17 ans. Beaucoup sont tombés enceintes. Donc c'était aussi un point négatif de ce confinement, puisqu'il n'y avait pas d'école, donc il fallait s'occuper autrement. On note aussi ici dans notre zone, il y a eu une augmentation de la prostitution juvénile, c'est-à-dire qu'on a constaté une masse de jeunes filles qui se promenaient de plus en plus dans la localité et qui, pour des prestations sexuelles contre agents. Et peut-être aussi c'est ce qui découle des grossesses précoces. Donc voilà un peu les différentes, le tableau un peu du Covid chez nous. J'emporterai encore bientôt d'autres interventions sur l'aspect éducatif et autres. Merci. Bonjour. Buenos días. Ok, merci pour la qualité de la présentation. Vous avez parlé de la méconnaissance des mesures prises par les autorités, donc dans le cadre de la prévention de la pandémie de la COVID-19. Voilà. Donc, en plus de ça, je voudrais ajouter aussi souvent le manque de pertinence de certaines de ces mesures. Parce que souvent, la population a estimé que ces mesures n'étaient pas pertinentes face à la situation. Par exemple, au Mali, ici, ils ont instauré un couvre-feu à un moment donné. Et à un moment donné, la population a manifesté, est sortie dans la rue donc pour mettre des barricades et pour protester contre ces mesures. Ils ont même arrêté des centaines de personnes, notamment des enfants et des adolescents, que le BNCE Mali a accompagné donc pour leur libération. Donc, je voudrais ajouter cet aspect.
Maintenant, par rapport aux conséquences de la pandémie, effectivement, il y a la dépression, mais nous avons aussi, surtout dans notre zone d'intervention à Mopti, au centre du Mali, nous avons enregistré des cas d'abus sexuels donc, entre adolescents. Oui, donc des lycéens, des jeunes lycéens, à cause de la fermeture des écoles, qui sont restés avec leurs cousines, filles, voilà, donc dans la même maison, dans la même famille, à cause de la promiscuité. Donc, ils ont abusé de certains adolescents. Donc, beaucoup d'enfants sont rentrés en conflit aussi avec la loi. Voilà, donc à cause de l'oisiveté, à cause voilà, donc, du manque d'activité. Donc, je voudrais ajouter ça aussi. C'est très gratifiant de pouvoir connaître ces réalités. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Cette pandémie ne nous a pas laissé que des choses négatives. Il y a des faits, des conséquences positives d'un certain point de vue, c'est-à-dire de nouvelles habitudes et de nouvelles pratiques et la possibilité d'opérer un changement dans nos vies. Alors, bon, ces changements consistent justement en une nouvelle perception de moi-même. Je dois prendre soin de moi-même. Je dois prendre soin de ma personne. Et donc, il ne s'agit pas de prendre soin uniquement au niveau physique, mais il est également important maintenant d'apprendre à canaliser toutes nos émotions, toutes ces émotions que nous vivons, que nous ressentons en tant que personne, en tant qu'être humain. Il est également très important d'insister sur les processus de rééducation qui sont fondamentaux pour s'adapter à de nouvelles normes sociales. C'est-à-dire que désormais, il faudra adopter d'autres approches qui se basent sur la reconnaissance de nos émotions, de nos sentiments. Et cela nous permettra de tisser d'autres liens affectifs. Tous les enfants et tous les adolescents n'ont pas accès à ces instruments, à ces outils. Ils sont très souvent seuls, chez eux, enfermés chez eux. Et donc, au niveau interdisciplinaire, nous devons leur offrir cette possibilité d'épanouissement. Donc, en tenant compte de la dimension physique, de la dimension émotive, psychologique, etc. Et donc, il s'agit de développer des qualités cognitives, comportementales, qui leur permettront de faire face efficacement aux événements stressants, c'est-à-dire renforcer certaines bonnes habitudes. Cela leur permettra de mieux s'adapter au nouvel environnement, leur permettra de se reconstruire et nous devons être capables d'identifier ces qualités et leur donner des outils qui leur permettraient de se percevoir d'une autre façon. Il ne faut pas oublier que chaque être humain est unique et chaque être humain a ses points forts et ses faiblesses. Et c'est ainsi que chaque être humain est unique. Il faut donner donc des modèles pour les aider à se percevoir, à se visualiser d'une autre façon. Alors, quels sont les outils, quels sont les conseils pratiques
qui peuvent nous aider dans cette tâche. 3 axes fondamentaux, dont la résilience, qui est une résilience nécessaire pour que chaque enfant, chaque adolescent puisse adopter une approche optimiste. Beaucoup d'enfants nous disent, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, nous devons leur offrir un regard d'espoir, une perspective d'optimisme. Et donc, promouvoir la résilience signifie reconnaître la vulnérabilité humaine et partir de là, améliorer la qualité de vie des personnes en tenant compte des qualités et des caractéristiques de chacun. Voilà pourquoi il est important que toutes nos interventions, tous nos ateliers, tous nos séminaires visent à promouvoir un regard d'espoir et d'optimisme, une perspective pleine d'optimisme. L'autonomie, promouvoir l'autonomie est également un autre axe extrêmement important, l'autonomisation. Et là aussi, nous connaissons les difficultés, nous connaissons nos capacités et à partir de là, nous allons devoir et pouvoir identifier les différentes actions à promouvoir, même dans les cas où les enfants, les familles n'ont pas accès aux soins médicaux, à l'Internet, etc. Et donc, il s'agit là d'un travail interdisciplinaire qui vise à renforcer la capacité de solution des problèmes. Et cela, nous pouvons le faire à travers des ateliers, des campagnes pour renforcer justement la santé mentale et les capacités et les aptitudes sociales, etc. Pour ce qui est de l'autonomisation, que nous mettions en œuvre nous-mêmes toutes ces pratiques que nous allons ensuite promouvoir auprès des familles, des éducateurs, etc. Puisqu'il s'agit là d'un autre axe de changement, c'est-à-dire et donc voir comment prendre soin de soi-même et de l'autonomisation. Alors, prendre soin de soi-même, eh bien, il faudra développer des stratégies qui permettront de faire face efficacement à des situations stressantes. C'est vrai que on découvre nos propres qualités parfois face à une situation difficile. On ne se croyait pas capable de l'affronter alors que quelque part nous puisons cette force. Et donc, il faut essayer d'affronter toute situation en y trouvant des aspects positifs. Et ainsi, malgré toute la crise et toute la situation dans laquelle nous vivons, à travers cette approche de l'autonomisation, du prendre soin de soi-même, eh bien, ensemble, nous pouvons améliorer notre environnement et nous-mêmes. Et donc, être des personnes différentes. Et le fait de pouvoir nous connaître, de mieux nous connaître est fondamental parce que cela va nous aider à mieux construire notre projet de vie. Donc, il est également important de renforcer le développement de stratégies d'adaptation
et axé sur la gestion des impulsions et pour de la confiance en soi, l'autosurveillance, puisque c'est vrai que les personnes font face de manière différente aux situations de stress. Alors, comment est-ce que nous allons promouvoir ces actions visant justement à renforcer des stratégies d'adaptation? Eh bien, d'abord, mettre en évidence les situations de risque, c'est-à-dire identifier les risques. Et puis, une fois que le risque a été identifié, donc qu'on a reconnu le facteur de risque, eh bien, il faudra l'examiner et dire, très bien, et maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Comment vais-je affronter ce facteur de stress? Très souvent, nous voyons que les enfants, par exemple, affrontent certaines situations difficiles en tombant malades, que les sentiments que nous n'arrivons pas à extérioriser ont impact sur notre physique. Voilà pourquoi il est très important d'être vigilant. Il faut toujours voir s'il y a des changements, de quels changements il s'agit et pourquoi. Eh bien, parce que c'est en reconnaissant ces changements que nous allons ensuite pouvoir promouvoir des changements dans les habitudes, dans les coutumes, de façon à ce que la pandémie soit perçue comme une opportunité pour un changement positif. Nous devons promouvoir donc le développement psychosocial des enfants et des adolescents. Et nos interventions doivent se baser, bien sûr, sur une compétence sociale, sur une capacité de résolution des problèmes, sur une autonomie et sur un sens de l'objectif et du futur. Nos actions, nos interventions doivent se centrer sur ces 4 points. C'est-à-dire parce que la compétence sociale va nous permettre d'aider l'enfant et l'adolescent à communiquer avec plus d'aisance. Donc, cela signifie faire preuve d'empathie, de notre renforcer un sentiment d'affection, promouvoir des comportements pro-sociaux. Et donc, si vous arrivez à identifier, et là, il ne s'agit pas d'une identification au niveau verbal, car elle est très difficile, mais voilà pourquoi, dans nos interventions auprès des enfants et des adolescents, nous devons prévoir des scénarios différents où nous devrons faire preuve de différentes compétences. Et donc, il est important de pouvoir travailler à travers justement l'empathie, à travers l'affection, etc. Il est également important de travailler ensemble au niveau de la résolution des problèmes. Cela signifie que nous devons promouvoir le développement chez l'enfant et chez l'adolescent, le développement de certaines capacités pour résoudre des différents types de problèmes, pour que l'enfant ou l'adolescent puisse générer sa propre stratégie, pour qu'il soit ou qu'elle soit acteur de son changement. Et c'est très important. Donc, il faut qu'on leur enseigne qu'ils sont capables de résoudre leurs problèmes. Et nous devons également beaucoup travailler sur l'autonomie. Nous sommes de plus en plus une
société indépendante. Mais nous devons développer chez l'enfant, chez l'adolescent, la capacité à agir de manière indépendante et de façon à ce qu'ils puissent ensuite eux-mêmes contrôler certains facteurs environnementaux. Donc, insister sur l'importance de l'autonomie pour que ces enfants deviennent et ces adolescents deviennent indépendants et donc puissent s'intégrer de façon appropriée dans leur contexte social. Et puis, enfin, le sens de l'objectif, c'est-à-dire à atteindre et le futur. Donc, on inclut, lorsqu'on parle d'objectifs, on parle des attentes saines, du cheminement vers un objectif, du cheminement vers une réussite, un succès dans tout ce qui est entrepris. Et donc, et voir quels sont les objectifs à court, à moyen et à long terme. Et donc, il faut donc, une fois que les objectifs auront été identifiés, le chemin sera beaucoup plus aisé. Et donc, nous allons leur montrer quel sera le chemin qu'ils devront suivre pour atteindre ces objectifs. Donc, nous devons les aider à se retrouver en tant qu'être humain, à se retrouver en tant que sujet, donc retrouver leurs propres capacités, leurs propres habilités. Et donc, notre rôle consiste justement à leur faire identifier un objectif, à les orienter vers cet objectif. Et nous, en tant que professionnels, nous devons leur fournir les instruments, les outils nécessaires justement pour tracer ce chemin et leur faire comprendre que malgré toutes les adversités, il y aura toujours des facteurs qui nous aideront à aller de l'avant. Et leur faire comprendre que la situation que nous vivons en ce moment finira à un certain moment. Et donc, il s'agit de valoriser le potentiel de chacun et de chacune. Voilà pourquoi, en tant que professionnels, nous devons insister sur ces 4 piliers, c'est-à-dire la compétence sociale, la résolution des problèmes, l'autonomie et l'identification d'un objectif et d'un futur. Voilà pourquoi nous pouvons dire que c'est à nous de leur faire comprendre quelles sont leurs capacités pour atteindre ces objectifs. Il y a un autre aspect très important que nous ne pouvons pas négliger, c'est-à-dire que toutes les personnes ont des capacités à surmonter des moments difficiles, des événements durs à affronter. Et c'est-à-dire que mais toutes les personnes ont cette capacité de surmonter et donc de mener une vie pleine de sens. Il y a plusieurs alternatives qui s'offrent, qui s'ouvrent devant nous. Et donc, nous devons donc puiser dans nos capacités pour ensuite voir, nous devons être capables de leur montrer que oui, la situation est difficile, mais que nous avons en nous la capacité de la surmonter. Désormais, nous vivons depuis plus d'1 an dans cette situation. Alors, quelle est
nous devons maintenant désormais considérer l'enfant, l'adolescent comme un acteur, un agent du changement et donc promouvoir leur capacité, développer leur capacité de se connaître, de mieux se connaître et de mieux connaître l'environnement, leur fournir les outils nécessaires pour être acteurs d'un changement. Donc, l'écoute est fondamentale également. Si nous voulons être des agents capables de canaliser toutes ces énergies, nous devons leur donner les outils nécessaires et leur faire comprendre qu'à travers différentes actions, il est possible d'aller de l'avant. Alors, voilà. Après toute crise, il y a un changement. Les crises sont une occasion de changement et sont une occasion pour grandir et nous épanouir en tant que personne. Et donc, c'est une occasion pour provoquer un changement, pour devenir différent. Je crois qu'avec cette énorme quantité d'éléments qu'Adriana a partagé avec nous, nous pouvons enrichir notre réflexion personnelle, mais également notre réflexion au sein même des institutions dans lesquelles nous travaillons. Merci beaucoup pour la brillante présentation et les ajouts. Ça rentre effectivement dans les contextes dans lesquels nous travaillons. Et ici, en RDC, précisément à l'Est, où on a connu vraiment des conséquences, un impact vraiment négatif du Covid, à la fois sur la protection des enfants et au niveau des capacités même des familles à faire face à certaines situations au vu des restrictions liées à la pandémie de Covid. Je comprends avec les interventions de nos amis qui sont de l'autre côté, disons quoi, de l'autre côté un peu des autres pays qui ont relaté un peu beaucoup d'événements et c'est vraiment similaire, et bien qu'il y a par exemple certaines spécificités. Je voulais réagir en rapport avec, il y a beaucoup d'intervenants qui ont parlé de cette affection-là, donc qui a été renforcée parce que les parents ont été présents à la maison et que ça a renforcé les liens parents et enfants. Mais cela, je peux dire que ça dépend de famille. Et parce que bien qu'on ne dit pas que le Covid est venu créer des violences, mais ça est venu nous montrer que voilà, il y avait des violences qui étaient là, mais qui étaient sous silence. Notamment les violences conjugales et surtout l'utilisation des enfants pour les fins d'exploitation économique. Parce que quand les parents ont manqué quoi faire, les enfants ont été utilisés plus. Prenant en compte les enfants ici à Goma, par exemple, les enfants en situation de la rue, qui ont été confrontés et actuellement qui ont des grossesses et aussi dans les écoles. Alors, l'idée, c'est que les enfants, les parents ont été confinés, mais dans beaucoup de familles, cela a créé encore une insécurité. Une insécurité pour ces papas violents, par exemple, et qui n'a rien, et que les enfants se sont sentis vraiment gênés. Parce que c'est le résultat d'une parentalité négative qui est toujours là. Et quand le papa est à la maison, ça a renforcé ce climat d'insécurité pour les enfants. Ça, nous avons vécu avec les enfants qu'on ne cesse d'accompagner. Il y a eu ces éléments-là qui ont été documentés. Ma question peut-être liée à ça, c'est on a eu les faits, mais comment vraiment nous devons travailler sur les événements dans leur spécificité. Donc, si vraiment après, on aura un document qui liste un peu l'impact Covid et voir comment nous pouvons interagir sur chaque aspect selon les cas. Parce qu'il y a des approches spécifiques selon les zones et selon les cas qui ont été documentés. Merci beaucoup. Bonjour à tous mes amis. Merci Adriana, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit. Je voudrais revenir sur 2 points spécifiques. Alors, le contexte et mon expérience personnelle. La pandémie nous a fait découvrir des réalités
nous a fait découvrir des vulnérabilités également. Dans la pratique, les gouvernements, la politique est intervenue, mais en fait, cette intervention a consisté à nous isoler, pas plus. Il y a un accroissement considérable du chômage. Beaucoup de pères de famille ont été mis à la porte. C'est vrai que les jeunes utilisent beaucoup l'Internet, mais en fait, il s'agit surtout de naviguer à travers les réseaux sociaux, mais ce n'est pas vraiment une utilisation concrète de l'Internet. Donc, et je crois que, en fait, le gouvernement, à part nous isoler, n'a pas fait grand-chose. Là, je parle du Pérou. Nous sommes encore confinés et nous vivons un véritable deuil d'une certaine façon parce que les gens ont faim, donc une souffrance permanente. Et puis, nous approchons d'une situation limite et qui est latente, très forte. Nous accompagnons des adolescents et nous le voyons. Alors, ces jeunes souffrent un double isolement, l'isolement physique, puisqu'ils sont privés de contact, mais il y a un autre isolement, l'isolement au niveau de la souffrance, également de la douleur, de la maladie. Alors, cette double souffrance des jeunes est évidente et les centres pour jeunes sont devenus des espèces de dépôts pour être humains, c'est-à-dire et donc l'impact est très fort au niveau émotionnel, notamment lorsque j'ai entendu parler de l'espoir, mais on ne peut pas laisser que cela se transforme en une manipulation non plus. Par exemple, on peut créer des indicateurs pour mieux tracer la situation, mais c'est vrai, la résilience est indispensable. Et pour ce qui est de l'aspect, pour ce qui est de l'intervention psychologique, etc., là aussi, tu nous as donné des voies à suivre. Voilà un petit peu ce que je voulais dire à propos de ce que tu as partagé avec nous. Je faisais observer que lors des débats, l'accent a été trop mis sur les familles, alors que c'est le travail qui nous unit sur cette plateforme avant tout. Et nous avons remarqué qu'en dehors des aspects positifs que les uns et les autres ont mentionnés, et on peut dire que la COVID nous a beaucoup empêché de travailler sur le terrain. Donc, les écoles ont été fermées, les centres de formation professionnelle, les centres de réinsertion ont été fermés, ce qui fait que notre travail avec les enfants a un peu doublé. Et au niveau de la région, par exemple, les préparations sont mal faites parce que les contacts ont été interdits. Donc, pour éviter la propagation du virus, les contacts humains ont été réduits au maximum. Donc, c'est le télétravail qui a été fait. Or, pour la qualité d'une réinsertion, le télétravail ne suffit pas. Il faut des contacts physiques. Donc, on espère que dans un bref délai, une solution sera trouvée à cette pandémie pour que le travail que nous faisons puisse reprendre normalement. Donc, c'est ce que moi, j'ai eu à déplorer à cette pandémie, au-delà des aspects positifs que les uns et les autres ont eu à relever au cours de cette période-là. Je vous remercie. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci, Adriana. Alors, pour revenir
à notre situation actuelle. Nous sommes interpellés par les éducateurs, par les parents. Et alors, j'aimerais savoir si tu pouvais nous donner quelques idées, quelques trucs pour travailler avec les enfants et les adolescents à travers cet écran, puisque nous avons dû travailler justement à travers un écran. Est-ce que tu pourrais nous donner des idées de travail à travers l'écran? Oui. Oui, c'est vrai que on parle à un ordinateur, mais il y a des images quand même dans cet ordinateur. Et il y a désormais beaucoup de plateformes qui peuvent nous accompagner dans ce travail. Nous disposons maintenant de plusieurs outils qui nous permettent justement de continuer notre travail avec les enfants et les adolescents. Et il est important que ces enfants, ces adolescents connaissent leur réalité. Et donc, il faut organiser le travail de façon à identifier nos objectifs, les objectifs que nous voulons atteindre, que ces enfants et ces adolescents veulent atteindre, et puis voir quels sont les outils dont nous pouvons disposer pour les réaliser. Et donc, il faut travailler avec des vidéos, avec des questionnaires. On peut leur demander de nous raconter leur vécu, donc à travers des récits, ou bien analyser ensemble des textes. Nous avons à notre disposition désormais beaucoup d'outils, des jeux même, qui rendent plus facile la conversation, le dialogue, et on a moins l'impression d'être dans une conversation entre un professionnel et un enfant. Donc, ça réduit cette distance qui pourrait se créer. Et donc, à travers le jeu aussi, on peut intervenir et travailler. Et comme je vous disais, donc, il y a les vidéos, les questionnaires. Il faut, disons, d'une certaine façon, se mettre à leur niveau, c'est-à-dire et parler leur langage. Et il y a plusieurs plateformes qui le permettent. Quizzes, là, je ne veux pas faire de publicité, mais Quizzes s'est avéré être un outil extrêmement utile. Il y a beaucoup de jeux interactifs. Et donc, à partir de ces jeux, nous pouvons promouvoir un véritable échange avec l'adolescent ou bien avec l'enfant. Et donc, c'est ainsi que nous arrivons à interpréter leur vécu, leurs sentiments, leurs émotions, et qu'ils arrivent à comprendre ce que nous voulons leur transmettre. Adriana, alors si il n'y a pas d'accès à la technologie, quelles recommandations tu pourrais nous donner? C'est vrai, dans beaucoup de situations, l'accès est très difficile. Alors, nous devrions, par exemple, prévoir, par exemple, des fiches avec des questions, avec des dessins, et des fiches d'activités que nous pourrions leur envoyer d'une certaine façon. Et puis, l'échange pourrait se faire ainsi. C'est-à-dire leur faire parvenir des fiches. Mais c'est vrai, dans certains cas, les familles n'ont pas de téléphone, n'ont pas de portable, ni rien. Donc, il faut trouver des moyens de travailler ensemble. Et bonjour, Adriana, merci pour cette intervention. Tu es toujours très pertinente dans tes propos. D'après l'expérience vécue,
eh bien, nous voyons que les enfants, les adolescents sont des modèles de résilience. Mais au niveau pédagogique, quel changement as-tu observé par rapport à l'imagination, la récupération de jeux traditionnels, puisque maintenant ces enfants, ces adolescents ont eu plus de temps à disposition. Et donc, c'est vrai que il faudrait peut-être parler maintenant également de cette capacité de résilience et cette capacité de création, cette créativité de la part des enfants et des adolescents. Oui, c'est vrai. Les enfants et les adolescents ont assez souvent considéré la pandémie comme une opportunité. Cela a renforcé d'une certaine façon leur capacité dans certains domaines. Mais par exemple, au niveau des rapports au sein des familles. Alors, c'est vrai, là, il s'agit maintenant de revoir et revisiter un peu toute notre façon de vivre et trouver de nouvelles formes de rapprochement dans des contextes différents. Donc, il faut donc développer une capacité d'interprétation pour les aider à interpréter, à mieux interpréter la vie. Mais la résidence est certes très importante. Pour eux, ce sera peut-être plus facile que pour nous. Ils ont vécu de grandes transformations et ils ont déjà commencé à s'y adapter. Nous devons remercier Adriana pour cette réflexion elle nous a permis de mieux saisir la complexité de ce thème, de cette question. C'est une question qui nous demande de réfléchir et d'être créatif. Et je crois que c'est la conclusion la plus intéressante.